Bonjour et bienvenue à cette troisième journée de Ready for It. Le programme jusque-là était riche. On a beaucoup parlé d'échanges, l'importance du partage. Donc merci d'avoir joué le jeu. Mais ce n'est pas fini. Et cette troisième journée démarre avec une keynote dont je suis particulièrement fière. Nous sommes à Ready for It. Nous touchons de près des sujets très importants pour toute la communauté. Et j'ai le plaisir d'avoir une keynote ce matin qui est Accenture est un vrai exemple du fait que la maîtrise de la technologie est cruciale dans une démarche de transformation numérique. Le leadership ne peut être prise que par cette voie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Viala. Je suis Emmanuel Vial, je suis très content d'être avec vous ce matin pour partager effectivement sur les nouvelles technologies émergentes et partager, si on peut projeter les transparents et ensuite illustrer vers la fin de la séance. On verra si on a du temps pour des questions, mais surtout on peut vous faire toucher du doigt ces nouvelles technologies avec une connexion live avec l'endroit d'où je viens, donc qui n'est pas très loin d'ici, qui est à Sophia Antipolis, qui est un technologie park européen dans lequel nous avons un laboratoire, nous étant Accenture, je fais partie d'Accenture et je pilote au niveau européen l'activité innovation technologique. Et donc on verra un peu plus tard dans une vingtaine de minutes pour faire un live et mettre un peu en scène ces nouvelles technologies de manière très rapide. Mais avant cela, je voulais partager un peu effectivement les nouvelles tendances que l'on voit venir sur les prochaines années. Et là, vous voyez le titre, donc sur la piste des leaders, l'heure de la vérité pour les champions du changement, qui est regarder à la fois les nouvelles technologies, comment elles ont évolué ces dernières années. Bien sûr, dans le miroir de la pandémie, qui a été, on va le voir, un facteur accélérant sur l'adoption des nouvelles technologies, du digital, mais aussi au-delà, et comment on peut se projeter pour la maîtrise des technologies, et en même temps, bien sûr, l'adaptation des entreprises, des différents pans d'industrie, et puis l'impact sur la société. Alors, ce rapport, on le publie, ce rapport, donc la vision technologique, il est en ligne, on vous fera parvenir les liens et il est facile à trouver, mais on a donc ce rapport qui est fait chaque année, on le fait depuis à peu près une vingtaine d'années, de manière, c'est pas uniquement des personnes dans des labos comme à Sophia Antipolis ou San Francisco qui regardent dans leur tour d'ivoire les nouvelles tendances et autres, mais c'est surtout très participatif et collaboratif cette étude, c'est-à-dire qu'on va interviewer dans plus d'une vingtaine d'industries et une quinzaine de géographies différentes des personnes comme vous, des professionnels de différents secteurs, aussi côté société civile ou autres secteurs plus largement, et enfin regarder bien sûr avec des courbes d'adoption des nouvelles technologies ce que ça peut donner. Et donc on essaie un peu de prendre un peu de recul et se projeter sur d'ici 1 à 3 ans, donc dans ce que je vais présenter. Bien sûr, il y a des technologies que vous avez déjà vues, certainement mises en œuvre, d'autres peut-être un peu moins, mais c'est un peu le contexte de cette vision technologique. Au niveau, pour rentrer dans le sujet, je vais après parler en fait des 5 tendances que nous avons identifiées, puis après on va voir, on va essayer, je vais donner des exemples et puis surtout vous faire toucher du doigt avec cette connexion en live. Mais si on regarde un peu sur l'année passée, bien sûr qui a été particulière, évidemment, je ne vais pas revenir là-dessus, mais finalement la pandémie a été vue comme un facteur d'accélération par rapport à l'adoption du digital, l'adoption de nouvelles technologies, et a amené ces 4 nouvelles réalités, ou en tout cas les a mis plus en avant, bien évidemment, pour les entreprises, pour s'adapter souvent du jour au lendemain et plus sur le moyen terme aussi et au-delà. Donc la vision, bien sûr, veut se détacher un peu de la pandémie, mais il faut quand même reconnaître son facteur d'accélération sur ces 4 réalités. Le facteur d'accélération, si on regarde en fait dans nos études donc cette année et celle des années passées, on avait regardé que les 10% des entreprises leaders dans le digital avaient en gros une efficacité, un avantage, étaient plus efficaces par un rapport de 2 par rapport à ceux qui étaient un peu en recul dans différentes industries. En gros, c'est à peu près le chiffre. On a vu qu'avec la pandémie, ce facteur est passé de 2 à 5. Donc là aussi, le digital a permis à certains de s'adapter très rapidement, de manière peut-être assez naturelle, et d'autres peut-être beaucoup moins. Mais néanmoins, ça on le voit un peu au jour le jour, individuellement ou bien sûr dans les entreprises, qu'est-ce que
que ça veut dire dans le futur et comment se projeter, c'est un peu l'exercice là-dessus. Alors, les 4 nouvelles réalités, bon, elles sont assez évidentes autour, la première de l'expérience, l'expérience utilisateur, qu'elle soit en tant que salarié, en tant que patient, en tant qu'employé, etc. Donc, le côté finalement purement humain, là aussi, des exemples très simples, Ford, juste au lancement de son nouveau modèle, la Mustang électrique l'an dernier, eh bien, toutes les concessions en Amérique se sont retrouvées fermées du jour au lendemain. Donc, comment s'adapter rapidement, repenser une expérience, là, des choses très simples avec, bien sûr, le site web, les canaux digitaux et en même temps aussi des vidéos et des applications en réalité augmentée, réalité virtuelle, pour autant que possible soutenir le lancement d'un nouveau modèle et donc repenser l'expérience. Expérience qu'avant on voyait bien sûr physique, digitale et donc figitale. Là aussi, comment on va la repenser pour rééquilibrer bien sûr entre les deux. La partie, bien sûr, travail, les forces vives, comment réorganiser. Alors là, sur la photo, c'est assez révélateur de ce qu'on a pu certainement vivre personnellement avec le gamin qui arrive dans sa chambre pour jouer, et là, chambre convertie en bureau, bien évidemment. Là, des exemples, alors bien sûr, et c'est un outil qu'on va utiliser plus tard, mais les outils comme Teams, Zoom et autres plateformes de partage, de collaboratif, et qui ont touché, bien sûr, pas uniquement sur les outils, mais comment réorganiser le travail. On va y revenir après dans 2 des tendances sur l'importance à la fois des outils, mais aussi repenser l'organisation des forces vives de l'entreprise, et notamment pas que dans des secteurs dans des secteurs notamment par exemple industriels où ça a été nécessaire d'être à la fois sur le terrain ou à distance. Là aussi sur cet exemple NHS, donc le système de santé anglais l'an dernier au démarrage de la première vague a déployé 1,2 million de postes de travail à distance avec technologie Teams pour pouvoir en plus pallier bien sûr à la crise sanitaire qui frappait de plein fouet l'Angleterre. Donc là aussi un exemple très simple, mais derrière ce que ça va tirer, on va y revenir en termes de tendance sur l'organisation du travail, l'utilisation des technologies, la refonte des processus par rapport aux forces vives. La technologie, bien évidemment, on va y revenir, et l'an dernier d'ailleurs, une de nos thématiques était sur le tech clash, c'est-à-dire à la fois la technologie avec nous tous les jours au quotidien, elle a été encore plus l'année passée, elle va continuer à l'être, et en même temps des fois une méfiance, un recul par rapport à l'utilisation de la technologie. On l'avait vu il y a quelques années et c'est encore valable avec l'intelligence artificielle, les notions de biais, d'égalité, etc. Et d'utilisation de la technologie. Là, un exemple très simple avec la technologie qui touche aussi sur l'expérience, c'est Starbucks. Alors, on en a ici certains, mais bien sûr aux États-Unis, ils sont à tous les coins de rue. L'an dernier, bien évidemment, Starbucks a pu s'adapter assez rapidement. Ils avaient prévu déjà avec leur transformation digitale, pas uniquement compter sur le café au coin de la rue, mais avec des partenariats, que ce soit Uber Eats par exemple pour la livraison, ou même avec Nespresso et autres fabricants de machines, d'aller au plus proche du consommateur et les nouveaux usages par rapport à la consommation de boissons chaudes, par exemple. Et en même temps, bien sûr, l'appli mobile, le site web qui existait déjà depuis des années. Et en fait, en quelques jours, quelques semaines, Starbucks a passé 90% de ses ventes online. Donc là aussi, ça va se rééquilibrer, c'est évident, mais là aussi, un effet d'accélérateur en quelques semaines. Et pour finir, la nouvelle réalité qui était déjà là auparavant, mais qui a été encore plus révélée autour de tout ce qui est donc sustainability en anglais, c'est-à-dire le côté environnemental, sociétal, ça va même au-delà purement du côté environnemental. Et ce qu'on a vu arriver, c'est qu'on dit le sustainability is the new digital. Donc c'est-à-dire, on voit que se basant sur le digital, comment le digital devient responsable sur le côté environnement, inclusion sociale, sociétale, là aussi une des nouvelles réalités. Voilà un peu rapidement, alors il y a beaucoup de plus choses à dire, mais avec le temps imparti, je voulais juste résumer un peu, se détacher à la fois au travers de cet exercice de vision technologique, regarder de 3 à 5 ans, des fois un peu plus en avant, et en même temps, bien sûr, ce côté accélérateur de la pandémie et ce que ça a impliqué. Je ne vais pas vous refaire les 3 trilogies auparavant, c'est un peu les différentes thématiques, mais pour voir un peu l'évolution sur les 8-9 dernières années au travers, alors d'un côté, bien sûr, l'avènement du digital. Alors on est encore dedans, bien évidemment, ça ne veut pas dire que le digital est passé, mais ça devient maintenant, ça fait partie de plus en plus, alors bien sûr en tant qu'employé, en tant qu'utilisateur finaux, mais pour les entreprises, je dirais une nécessité, en tout cas un élément clé, bien évidemment. La maîtrise, on va y revenir bien sûr par rapport au digital. Le digital d'un point de vue technologique, c'est tout simplement, on essaie de le
résumer avec un acronyme SMAC, donc Social, Mobile, Analytics and Cloud, donc la partie réseaux sociaux d'entreprise ou réseaux sociaux publics, la partie mobilité. Alors mobilité, c'est à la fois les smartphones, les tablettes, mais bien au-delà maintenant, même avec les véhicules connectés. La partie analyse de données, big data, un sujet qui est déjà là depuis pas mal d'années, et puis bien sûr le cloud qui était là. Donc ça, c'était bien sûr, c'est ce qu'on appelle digital d'un point de vue technologique. Là, pour résumer, alors là aussi, dans les années passées, on s'en est rendu compte, et ça fait partie intégrante finalement des réflexions au sein de l'entreprise, c'est le côté humain, utilisateur, bon usage du digital et de la technologie. On le voit des fois avec soit des problèmes de fuite de données ou tout simplement de côté éthique. On l'a vu il y a 1 ou 2 ans avec l'avènement et un peu l'accélération autour de l'intelligence artificielle, à la fois des bénéfices mais en même temps potentiellement des dangers, que ce soit des modèles d'IA qui ne soient pas forcément fairs, qui ne soient pas forcément représentatifs finalement de ce pourquoi ils sont utilisés, jusqu'à d'autres types d'utilisation. Donc le côté humain, bien évidemment, ça revient sur l'expérience, sur les usages, est fondamental, le reste évidemment. Et puis post-digital, donc il y a 2 ans, on a commencé, alors c'est pas pour dire le digital est mort et maintenant il y a le post-digital, non, c'est le digital commence à faire partie intégrante de plus en plus des entreprises et des usages au quotidien, et en même temps le post-digital, donc en termes de techno, on a vu ces 4, alors encore en acronyme plutôt anglais, DARK, donc Dark is the new SMAC. Donc le DARK, c'est quoi? Le D, alors c'est en anglais, on dit Distributed Ledgers ou Blockchain. Donc ça c'est le D, le A pour l'intelligence artificielle bien évidemment, le R pour réalité étendue, réalité augmentée, etc. Et informatique quantique pour le Q de Dark. Donc Dark is the new SMAC, le post-digital. Là aussi ces technologies sont arrivées et sont certaines déjà là, d'autres comme l'informatique quantique plutôt naissante. Mais néanmoins ça commence à ajouter des capacités, on va le voir, pour les entreprises avec différents niveaux de maturité et qui bénéficient aussi, elles, des apports du digital. Quand si on veut actuellement travailler sur l'informatique quantique et commencer à tester, on est sur finalement, on ne va pas acheter un ordinateur quantique qui est énorme, qui est super coûteux, mais on va pouvoir l'accéder par des API au travers du cloud, par les prestataires, les fournisseurs qui peuvent donner accès à ce genre de technologie. Donc là aussi, tous les bénéfices qu'on a pu avoir. Et donc cette année, alors effectivement, un moment de vérité, un moment de confiance pour la société dans son ensemble, comment la technologie va se projeter et justement avec cet effet d'accélérateur du Covid, comment on peut voir sur les 3-4 prochaines années finalement l'impact majeur de la technologie, des technologies, de ces tendances qui, une fois de plus, comme je le disais, certaines sont déjà là, et bien comment celles-ci vont nous affecter en tant qu'individus et puis surtout les entreprises. Et l'idée, là, bien sûr, c'est la maîtrise, l'adoption et l'agilité, le facteur de s'adapter, à la fois d'un point de vue techno, vont être des différenciateurs métiers. Alors, ça, c'est vrai depuis plusieurs années. Là, je dirais, le challenge est effectivement, d'un côté, beaucoup plus de capacité d'un point de vue finalement informatique et IT et technologie, avec les exemples que j'ai mentionnés. En même temps, comment s'assurer que d'un côté, cela va être plus accessible à tout un chacun dans l'entreprise, en plus des utilisateurs finaux. Donc ça, on va y venir avec la tendance numéro 3, High Technologist. Ça va être aussi comment on va pouvoir modéliser son entreprise, alors qu'on soit dans un modèle industriel ou un secteur industriel avec quel est le jumeau numérique de mon entrepôt, quel est le jumeau numérique même au niveau sécurité de mon informatique et donc de mon entreprise. Ça, on est sur la notion de monde en miroir, donc jumeau numérique, digital twin. Sur bien sûr la partie informatique et accès, partage des données ou tout simplement services, microservices, API, donc ça c'est avec le côté stack, et pareil là, avec des systèmes que l'on va avoir sur le cloud souverain ou cloud public ou autre, au-delà bien sûr tout simplement de l'aspect d'accès à distance et de virtualisation des infrastructures, mais aussi de certains systèmes qui sont peut-être moins cœur à l'entreprise. Donc la partie stack, comment là aussi s'adapter là-dessus.
anywhere, everywhere, donc de n'importe où, ici et ailleurs. Ça, c'est sur les forces vives de l'entreprise. Et là aussi, quand on a un lieu de travail, un poste de travail physique, une chaîne logistique à gérer en différents lieux dans le monde, et en même temps les forces vives qui peuvent être à tel endroit ou chez elles, là aussi pouvoir gérer l'accès à distance et en même temps repenser l'accès au poste de travail traditionnel. Et finalement, du jeu au moi, alors je les ai aussi en français pour éviter de vous les traduire à la volée, les tendances qui touchent sur les technologies autour de blockchain. Je n'ai rien fait, j'ai rien fait. J'avais mon doigt. Voilà, ça. Je peux l'avancer. Voilà, peut-être c'était un signe pour me dire d'accélérer. Je prends le signal, clairement. Voilà, donc du moi au nous qui touche à la fois sur l'entreprise de créer de manière plus agile, rapide, là aussi des alliances, des écosystèmes, des partenariats. Et notamment, je vais revenir dans quelques secondes sur la partie blockchain ou autre variante de la technologie blockchain, c'est-à-dire la façon dont la technologie blockchain a été adaptée aux besoins de l'entreprise, qui permet justement de protéger, partager des données. Et on a déjà quelques beaux exemples. Maintenant, on verra par rapport, bien sûr, l'aspect crypto-monnaie dont on entend des nouvelles tous les jours sur la fluctuation du Bitcoin et autres. Là, on est bien sûr sur un sujet différent, mais la même technologie, bien sûr, derrière. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, et j'en ai déjà dit quelques mots donc, sur la stack, sur l'aspect informatique. Donc, on a vu dans les années passées, en anglais, il y a le terme de technical debt ou technology debt. Donc, la dette technologique, c'est effectivement quand on met en place des systèmes en amont, est-ce que ces systèmes sont standardisés, est-ce qu'ils s'intègrent bien avec le reste de l'IT de l'entreprise, et surtout ensuite, quand on va vouloir ouvrir le système ou partager par moment avec des partenaires, de la data, des services ou autres, au sens informatique, mais aussi au sens général, comment ne pas créer une dette. Alors, les dettes technologiques, c'est effectivement un système en COBOL, il y en a encore, ils sont très bien, des systèmes sur mainframe qui amènent des fois bien des bugs de l'an 2000. Bon, on y est passé il y a bien sûr très longtemps, mais c'est un peu ça. Et donc là, l'idée, c'est de nos jours, comme je l'ai mentionné avec le digital, le post-digital, on a pléthore de technologies qui arrivent sur le marché avec différents niveaux de maturité, avec quand même des niveaux de standardisation, mais néanmoins reste important par rapport au choix de l'entreprise de pouvoir stratégiquement penser et allier avec sa stratégie business, bien évidemment, pour que la techno puisse en fait accélérer le business et faciliter, comme je disais, les partenariats ou autres, ou nouveaux produits et services à mettre sur le marché. Et rajouter des capacités aussi à la demande. Donc là, pour un exemple, alors assez dans l'actualité avec Moderna, qui a mis au point donc, un des vaccins. Moderna, l'an dernier, n'a pas forcément doublé ou triplé sa capacité de recherche sur le vaccin ou sur d'autres produits sur lesquels il travaillait, mais a pu rajouter des capacités de traitement, d'analyse de données et de papier de recherche sur ce Covid que nous découvrions à l'époque, a pu accélérer avec plus de capacité des modèles d'intelligence artificielle pour isoler les possibles domaines de recherche et pousser le côté scientifique, recherche de molécules pour établir le vaccin, rajouter un aspect de cloud pour le stockage et le partage. Et puis bien sûr, là aussi, les chercheurs étaient sur différents sites, comment les connecter de manière beaucoup plus facile pour pouvoir répondre à la demande, bien sûr, critique par rapport à la crise sanitaire. Là aussi, rajouter des capacités à la demande et stacker stratégiquement pour pouvoir le faire de manière beaucoup plus rapide. Notre exemple, alors dans un autre univers, dans le jeu vidéo, si on regarde Microsoft et Sony, compétiteurs bien sûr sur l'industrie du jeu, deux choix techniques, alors technologiques et approches différentes, même si ils vendent du jeu à tout un chacun, du gaming online, etc. Donc Microsoft avec une approche plutôt cloud et pouvoir à la fois sur tous les devices Microsoft, les PC de gaming, les Xbox, voire aussi sur la virtualisation, pouvoir jouer au travers d'un browser avec une grande librairie de jeux, et Sony avec finalement souvent les mêmes titres phares,
titres de jeu, se baser sur la PlayStation, le device, avec beaucoup plus de capacités techniques et technologiques, notamment des casques de VR intégrés, etc., la reconnaissance de jeu, et de pouvoir, là aussi, deux choix différents d'un point de vue technique, avec deux compétiteurs qui ont des approches différentes, mais finalement fournissent des services très similaires de gaming, avec des approches différentes. Ni l'un ni l'autre n'est forcément mauvais, l'avenir le dira, mais voilà aussi des exemples plus proches de nous. J'enchaîne sur cette notion donc de monde en miroir ou de finalement jumeaux numériques. Alors le terme n'est pas nouveau, on peut remonter même jusqu'à Apollo 13 avec les jumeaux numériques de l'atterrisseur sur la Lune et que la NASA a dû utiliser pour pouvoir modéliser et surtout trouver des solutions pour ramener les astronautes sur Terre. Donc là aussi on était plutôt sur des jumeaux analogiques à la limite je dirais. Depuis on a bien sûr avec beaucoup plus de données, beaucoup plus de capacités, donc c'est là un peu le sous-titre sur la puissance des jumeaux numériques qui sont beaucoup plus massifs, beaucoup plus intelligents, ça veut dire massifs par maintenant la possibilité de capter beaucoup plus de données, beaucoup plus de manière avec des fréquences plus rapprochées en termes de précision des appareils sur le terrain qui mesurent bien sûr la température, mais aussi l'occupation, par exemple sur le port de Rotterdam, des différentes zones de stockage, etc. et avoir tout un ensemble et une vue donc à la fois sur la data et en même temps sur l'exploitation de la data qui peut se faire at the edge, donc sur le terrain avec finalement des capteurs intelligents qui vont aussi pouvoir réagir, donner des alertes et en même temps faire du traitement local, pas obligé de ramener ça directement sur le cloud. Et en même temps, après, comment on peut faire évoluer au travers du twin de la simulation avec l'opération et donc avoir des actions faites sur le jumeau numérique qui se reflètent dans le monde réel et de manière complètement transparente. Voilà, des exemples, le port de Rotterdam le fait depuis plusieurs années de manière très intéressante avec là aussi des services, alors des services aux clients qui sont les compagnies de transport, de tankers, etc., de pouvoir optimiser le minimum de temps sur le dock, d'optimiser le déchargement, le rechargement et donc fournit des services supplémentaires et en même temps pour eux, avec la vue et le digital twin du port lui-même, pouvoir optimiser complètement, sans compter bien sûr les aspects de formation, de sécurité, on va y revenir. Unilever aussi, là plus sur le côté responsable et environnemental, là, le digital twin, parmi les plus de 300 manufactures de Unilever qui ont fait des tests assez avancés sur à peu près 3-4 d'entre elles pour regarder les impacts sur l'environnement et optimiser bien l'impact sur l'environnement et en même temps faire des économies en termes de coûts et d'optimisation avec des résultats assez intéressants de plusieurs millions d'euros d'économies, sans compter bien sûr baisse de l'impact sur l'environnement et l'empreinte carbone, et en même temps, si on décuple ça, ça peut faire des aspects assez intéressants opérationnellement et bien sûr sur l'environnement. Voilà, donc là, beaucoup d'applications, des nouvelles technologies plus fines, beaucoup plus de capacité, le choix à quel niveau de granularité on va être sur le jumeau numérique, sur quoi on va pouvoir l'utiliser, plus de la simulation et du prédictif ou de l'opérationnel pur et dur, ou les deux, et aussi pas uniquement dans le monde industriel, on voit la notion de cyber twin, donc l'aspect finalement l'exposition à la fois réglementaire et surtout sécurité de l'entreprise, et à tout moment tester le système sur des failles potentielles, etc. Au niveau je parlais tout à l'heure de la technologie, donc là on a repris alors un peu le titre pour ceux qui s'en souviennent du film avec Will Smith, iRobot, donc qui date quand même il y a une quinzaine d'années. Le high technology, c'est l'importance bien évidemment. La technologie, elle est de plus en plus variée, complexe, développer, voire même entraîner un moteur d'IA, c'est quand même pas forcément simple, manipuler ou développer des applications encore moins. Néanmoins, les outils ont évolué pour être beaucoup plus accessibles. Je mentionnais sur l'IA par exemple, on peut assez facilement accéder à des plateformes sur le cloud et en quelques lignes de script, de code, voire même sans code, du low code, no code, on peut entraîner avec un dataset, un jeu de données, un moteur d'IA et enrichir et revenir sans forcément avoir une thèse en intelligence artificielle, avoir développé des réseaux de neurones toute sa vie. En même temps, là aussi, quand on dit ça, c'est de rendre les outils ont évolué. On a des outils comme Honeycode d'Amazon qui permettent en quelques clics, non
non pas de faire une simple app ou un site web, il y aura l'interface, mais surtout aller taper dans les données et pouvoir produire finalement une application assez complexe qui peut être utilisée uniquement dans un temps court par l'entreprise en interne ou pour une campagne marketing ou autre. Donc voilà, l'idée est d'étendre ça. Des technologies comme Skyhive aussi qui permet de fournir un cursus de training vraiment personnalisé. On peut, bon, par population bien évidemment, mais même en fonction et ça intégré dans le quotidien des personnes, de détecter leur niveau de connaissance sur tel ou tel domaine, de pouvoir la technologie accompagner le cursus et le training des forces vives. Voilà, donc le rôle un peu de sortir finalement la techno du département IT et là aussi, bonne nouvelle, les outils vont dans ce sens-là. En même temps, quels sont les différents programmes. Voilà, par exemple, au sein d'Accenture, petite société de 500 000 salariés dans le monde, on a mis ce programme en place de quotient technologique, TQ, Technology Quotient, et le but est qu'on soit, alors comme moi dans un lab qui baigne dedans, bon bah c'est très bien, je le fais assez rapidement et je peux même approfondir sur certains domaines, et en même temps les personnes qui sont dans telle partie du business ou autre partie qui n'ont pas forcément besoin au quotidien de maîtriser de l'IA ou de l'analyse de données ou du cloud ou de la data ou de la sécurité, eh bien vont pouvoir faire un training un peu plus personnalisé. Ça va les accompagner non seulement dans leur quotidien, dans leurs connaissances techno, et en même temps aussi pouvoir les réorienter au sein de l'entreprise elle-même. Donc voilà, assez intéressant là-dessus. On verra après que ça peut aller même au niveau de la robotique. Au niveau, je le mentionnais tout à l'heure, sur gérer les forces vives, on a alors bien sûr, on l'a vu l'an dernier, et puis avec les différents confinements, hélas, l'obligation de devoir travailler à distance, mais ça a quand même rééquilibré on va dire, fait repenser finalement l'organisation du travail, et pas uniquement, enfin dans tous les domaines. Par exemple ici, bon, on imagine une personne qui est sur une chaîne de fabrication et avec un casque de VR peut-être pilote un robot ou une unité ou un poste de travail à plusieurs centaines de mètres ou centaines de kilomètres, mais c'est aussi uniquement la possibilité de rééquilibrer et les outils. Donc on a la VR, la réalité augmentée, les outils comme Teams, Zoom, d'autres qui permettent aussi de faire des sessions partagées. Là aussi on apprend beaucoup bien évidemment avec beaucoup d'études qu'on voit publiées presque tous les jours sur bien composer avec le temps au travail, le temps chez soi, faire la séparation et puis en même temps le côté, le drain, comme on dit en anglais, de l'utilisation intensive de la visioconférence. Mais des sociétés, voilà, Twitter qui a annoncé l'an dernier, alors plutôt au milieu de l'été de mémoire, d'être complètement en télétravail, avec par contre une attention particulière sur justement ne pas aller dans des personnes qui sont connectées au quotidien depuis chez elles de 8h du matin à 8h du soir et avec toute la mauvaise utilisation que cela peut appliquer. Et en même temps, d'autres comme Fujitsu au Japon qui repense en fait sa stratégie en termes de bureaux pour avoir des bureaux beaucoup plus petits et à proximité des employés et rééquilibrer entre le télétravail et la présence au bureau. Là aussi, les études, on projette que 48% après la pandémie des personnes iront au moins télétravailler 1 à 2 fois par semaine. Donc voilà, là où c'était des chiffres beaucoup plus bas, néanmoins, ce n'est pas le 100%, etc. Là aussi, les outils sont là et assez matures. En même temps, c'est le côté humain et organisation qui va être important. Et finalement, pour conclure sur, je mentionnais tout à l'heure, la technologie, alors blockchain, là on l'a vu évoluer. Alors là aussi, je sépare, même si on le voit encore tous les matins avec le cours du Bitcoin ou de l'Ethereum et autres crypto-monnaies qui sortent, qui fluctuent énormément. Là, on parle plutôt d'applications blockchain pour l'entreprise ou systèmes multipartites ou des systèmes de privacy preserving technologies. Donc là, ça permet de quoi? D'échanger de la data, qu'elles sont encryptées, de traiter et travailler sur cette data, ou tout simplement, comme le permet blockchain, de pouvoir distribuer, valider, cacher, masquer la data, même si j'ai accès en tant qu'entreprise à tel système blockchain, eh bien je ne peux pas lire la data elle-même. Et donc là, on a vu des exemples. Alors Singapour qui a déployé un passeport sanitaire sur technologie blockchain. Alors c'est un pays peut-être plus petit, plus grand que Monaco, mais plus petit que d'autres pays, et qui permet à l'utilisateur
utilisateurs, donc aux personnes de Singapour, d'avoir et de présenter, d'avoir finalement leur dossier du patient numérique complètement digitalisé, en même temps rester en contrôle de leurs données et pouvoir distribuer tout ça. Voilà, il y a plein d'autres exemples sur la chaîne logistique notamment qui arrive avec de la blockchain qui permet d'amener la traçabilité, par exemple ici dans le commerce équitable, et à la fois rassurer l'utilisateur final, mais surtout faciliter la mise en commun de data, d'échanges avec les entreprises, complémentaires à ce que j'ai pu mentionner sur le cloud. Alors, on va laisser peut-être 2 minutes, on a commencé un peu 5 minutes en retard, si ça va, 2 minutes, 2-3 minutes. Voilà, là, je mets un résumé sur ces tendances, donc se projeter à 3 à 5 ans, la maîtrise de ces nouvelles technologies, là aussi plein de bonnes nouvelles sur la disponibilité de celles-ci, la standardisation. Néanmoins, le rôle clé de ces technologies dans à la fois l'impact sur les entreprises, la transformation des industries et la société. Et pour illustrer tout ça, je vais voir si on est encore connecté avec Stéphanie à Sophia Antipolis, si on peut basculer. Donc Stéphanie, en 3-4 minutes, voilà, si tu peux nous faire nous prouver que tu n'es pas un robot, de dire que tu es en live, et en même temps faire un petit tour pour pointer du doigt certaines technologies en 3 minutes. Bien sûr, merci beaucoup Emmanuel. Donc juste, je suis en showroom, je suis live, je vais pouvoir me déplacer grâce à cette tablette. Donc j'espère que vous arriverez à capturer un peu toutes les nouvelles technologies que nous regardons ici en showroom à Sophia Antipolis. Juste derrière moi, vous avez quelques exemples de miniaturisation de nos technologies ou de nos espaces, etc. qu'on va pouvoir créer. On regarde également tout ce qui est, si je me déplace dans cet espace-ci, tout ce qui est simulation, monitoring des espaces, etc. Comme vous pouvez le voir derrière. On va aussi regarder, Emmanuel mentionnait dans la tendance le monde en miroir, la digitalisation des espaces, des objets, etc. On a regardé comment est-ce qu'on pouvait digitaliser la pompe que vous voyez juste derrière. Je suis en showroom également avec Jeff qui m'a amené un de nos robots ici. On a également un gros focus sur les différents types de robots. Vous en verrez quelques-uns en showroom. Mais ici, vous avez un robot quadrupède qui va pouvoir se déplacer dans l'espace. On regarde également tout ce qui est capture de données de façon manuelle ou automatique. Par exemple, derrière, vous voyez des nuages de points. On a différents types de scanners qu'on regarde pour justement créer des environnements virtuels, pouvoir faire de la maintenance prédictive, pouvoir faire des simulations, créer un jumeau digital interactif avec lequel on va pouvoir utiliser, notamment avec la réalité virtuelle et l'aspect digital et physique, donc tout ce qui est maintenance ou téléopération par exemple. Et donc je vais vous donner un exemple que Jeff va pouvoir illustrer rapidement et on ne va pas rentrer dans la démo, mais vous voyez Jeff qui a un casque de réalité virtuelle va pouvoir téléopérer un robot, et si Jeff avance juste un petit pas, vous allez pouvoir voir derrière la vidéo cette partie plutôt maintenance. J'essaie d'accélérer. Si je passe dans la Area View ici, vous voyez également, Emmanuel mentionnait la partie quantique. On a une représentation de notre communication quantique qu'on illustre ici en showroom avec notamment plusieurs démos, du contenu sur les écrans qu'on va pouvoir montrer. Je vais passer dans la dernière zone qu'on voulait vous montrer juste ici. On regarde tout ce qui est collaboration à distance, notamment en période de Covid, comment est-ce qu'on allait pouvoir changer du Teams classique et des environnements, des échanges classiques qu'on pouvait avoir. Donc Jeff, potentiellement, il pourrait être en casque de réalité virtuelle et on pourrait vous faire ce tour dans une solution digitale, pouvoir avoir les démos interactives dans ce monde, etc. Mais on regarde également d'autres technologies telles que la blockchain, et je vois Emmanuel qui s'impatiente. Voilà. Non, je ne m'impatiente pas, c'est juste pour... voilà, donc bon, voilà, on a quelques blocs derrière avec du blockchain. Merci Stéphanie de l'avoir fait au pas de charge. Si on peut juste, voilà, pour conclure, vous remercier. Donc ça a été un peu rapide, effectivement, mais c'était pour partager un peu à la fois, voilà, à la lumière de ce qu'on a pu voir, l'effet accélérateur, le digital, la technologie, l'impact sur la société. Et ici, donc, un peu pour illustrer avec une connexion sur notre showroom, et on est passé au pas de charge, mais au-delà des gadgets, sur la façon dont on peut déjà mettre en œuvre certaines de ces technologies. Voilà, je vous remercie. Merci, Emmanuel. Nous devons arrêter là ce voyage. On a beaucoup voyagé, merci. Nous avons bien démarré la journée. Donc, le programme continue dans nos salles d'atelier, dans les one-to-one.